Je suis très fier parce qu'on va parler français. Et Bologne, vous savez, c'est une ville française, au fond. On a demandé au gouvernement français de récupérer la ville. Il paraît qu'encore... Et alors, je remercie Bernice Bejo et Michel Hazanavicius d'être ici et d'avoir accepté ces rencontres. Moi, j'ai un souvenir très fort de la première fois que j'ai vu des artistes. Ça reste un point lumineux dans mon histoire de cinéphile. Les films étaient mis en concours à la dernière minute dans la sélection de Cannes. Et quand j'avais lu qu'il y avait un metteur en scène jeune qui avait fait un film muet qui était en concours à Cannes, moi en tant que spécialiste du muet, j'étais plein de doutes. J'ai pensé, qu'est-ce qu'il va savoir, qu'est-ce qu'il connaîtra de tout ça. Et donc j'avais décidé de ne pas voir ces films. Et puis, alors j'étais dans mon café à Cannes en train de regarder les programmes pour décider quoi faire. Et puis une amie, grand producteur qui a produit Kusturica, qui a produit Aki Kaurismäki, et qui vient de nous quitter, Karl Baumgartner, est venu vers moi et m'a dit « Mais tu n'étais pas là. Comment c'est possible que quelqu'un comme toi n'était pas dans la salle à voir cet hommage exceptionnel au cinéma muet ?» Ah bon? Je dis « Mais parce que c'est bien, c'est formidable. » Ah bon? Et alors j'ai contrôlé les horaires et en effet, si je courais, je pouvais aller dans la salle, je pouvais essayer d'avoir ma place au Grand Théâtre Lumière, chose qui est toujours plutôt compliquée. Et si on y arrive, on est déjà content. Si on arrive à entrer, on est déjà content, on a déjà un prix. Et alors j'ai couru, je suis arrivé à entrer, et quelle merveille, quelle surprise! Je me ressentais à la maison. C'était un hommage extraordinairement bien fait par quelqu'un qui connaissait en profondeur les détails même du cinéma muet. Et donc quel plaisir de voir les Grands Théâtres Lumière avec 2000 personnes qui riaient, qui pleuraient devant un film sans parole. Quelle merveille absolue. Donc, de ces moments-là, je pensais, il faut absolument que Michel et Bernice un jour viennent au Cinéma Ritrovato, viennent voir cette petite folie qu'on fait chaque année depuis beaucoup d'années. Et donc, on a essayé tout de suite, et puis la bonne occasion, c'était cette année, c'était l'hommage à Charlot, au centenaire de Charlot. Il pouvait venir, et donc, nous sommes très heureux, que Peter Van Bag, il est là pour poser la première question. Oui, c'est très simple. Michel, Berenice, qu'est-ce que était votre toute première expérience de Chaplin comme enfant? Bon, merci pour cette histoire. Moi, en fait, je suis né à Paris. Et en gros, je suis né à côté des grands boulevards, pour ceux qui connaissent Paris. Les grands boulevards, jusqu'à il y a, disons, 25 ans, 30 ans, c'était rempli de cinéma partout. Il y avait une grande avenue dans laquelle il n'y avait que des cinémas. Et il y avait un cinéma qui existe toujours, mais qui a changé un peu de spécialité, qui s'appelle le Max Linder. Et dans le Max Linder, il est passé tout dans des films muets. Voilà. Et mon grand-père nous amenait, qui vous ressemblait énormément d'ailleurs, mon grand-père. J'étais petit, il était jeune, hein, mais
il nous emmenait voir, donc il y avait les Buster Keaton et les Charlie Chaplin. Et il y avait, je me souviens à l'époque avec mon frère, il y avait bêtement, mais on opposait Buster Keaton et Charlie Chaplin comme on opposait Mickey à Donald et après les Beatles aux Rolling Stones. Et voilà, c'était un peu les deux pôles. Voilà. Moi, j'avais à l'époque une passion pour, quand j'étais petit, pour Buster Keaton. Et je sais pas, je crois que parce que je le trouvais extrêmement beau, je l'ai trouvé plus beau que Charlie Chaplin. Et puis en grandissant, j'ai un peu changé. Non, c'est-à-dire qu'en grandissant, je me suis rendu compte de l'énorme importance de Charlie Chaplin je dirais au-delà de l'histoire du cinéma, quoi. Voilà. Ça ne concerne pas que le cinéma. Mais ma toute première expérience, c'était ça. C'était par chance au cinéma. Parallèlement à ça, il y avait quand même à l'époque, en France, il y avait d'abord une puis deux chaînes de télévision. Et il passait il y avait un petit programme qui s'appelait Histoire sans parole, dans lequel il passait, mais c'était à chaque fois c'était les films au cours de Charlie Chaplin. Donc ça passait quand même à la télévision. Est-ce qu'il y a spécialement un film qui était un tournant à voir que Chaplin est très spécial? Le premier, je me souviens très bien, qui m'a vraiment fait un choc, c'est Le Kid. Mais je crois pour des raisons, là encore, d'identification peut-être plus facile pour un enfant. C'est-à-dire que c'était un thème, je pense que je pouvais m'identifier plus facilement à la problématique du Kid. Après, c'est pareil, en grandissant, je me suis rendu compte de l'importance du dictateur ou de City Light, voilà, ou d'autres d'ailleurs, temps modernes. Mais le premier choc, je crois, enfin, ça a été Le Kid. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte, mais complètement par hasard, parce que pendant des années, j'ai pas vu le. En plus, il y a Charlie Chaplin, c'est aussi, c'est qu'il est là, et puis des fois on peut ne pas regarder. Enfin, moi, en tous les cas, ça m'est arrivé de ne pas regarder le film de Charlie Chaplin pendant extrêmement longtemps. Mais en fait, il est toujours là. Et quand on en revoit, on se dit, mais pourquoi je n'ai pas regardé c'est comme Elvis Presley, quoi. On devrait plus écouter Elvis Presley. Ça reste c'est toujours. Et je me suis rendu compte, par exemple, ayant eu après des enfants, donc d'une part, ce qui m'a permis de les revoir, de les remontrer, mais je me suis rendu compte que j'ai bricolé un truc pour donner le biberon à mes enfants en gardant les mains libres. Et je me suis rendu compte qu'en fait ça venait directement du Kid, mais en le faisant je ne savais pas. C'est-à-dire que des cosy où vous mettez l'enfant comme ça, il y a une poignée comme ça. Et donc j'avais installé une ficelle avec le biberon qui permettait à l'enfant de. Et moi je pouvais faire le petit déjeuner, le truc, le machin. Donc bon, ça marchait très bien. Enfin, ça marche très bien. Mais je croyais que j'avais inventé le truc. Et quand j'ai revu après Le Kid, je me suis dit, mais en fait, cette image est dans Le Kid. Plus sophistiqué, parce qu'il est tendu dans une faute. Bon, après ça devient dangereux, mais voilà, c'est des images. Ouais. Bérénice, quelle mémoire? Alors Bérénice ne connaît pas, ça. Pas même le nom. Non, moi j'ai un gros problème, c'est que je n'ai pas de mémoire, très bizarrement pour une actrice. Et donc moi, mes souvenirs de ma vie, en général, sont des émotions, sont des... Donc quand je repense à Charlot, moi j'ai découvert Charlot grâce à moi je dis Charlot. Hein. Mon père disait Charlot, donc je dis Charlot. On est ici pour fêter le 5e anniversaire de Charlot. Voilà. C'est bien. Ouais, non, mais c'est vrai que j'ai toujours dit Charlot depuis toute petite. Et donc mon père enregistrait les films à la télévision. Donc j'ai grandi depuis toute petite, mais mes souvenirs, c'est voir mon père mettre une VHS, programmer la VHS pour le film de 8h45, nanana. Et le premier film qu'il a enregistré, c'était Chantons sous la pluie. Donc c'est la cassette numéro 1, et mon père a 3000 cassettes. Et Chantons sous la pluie, c'est la cassette numéro 1. Et moi, j'ai grandi avec les Beatles, pour apprendre l'anglais, Chantons sous la pluie et Charlot. Charlot, pour moi, c'est The Kid et les temps modernes. Mais j'ai pas
comme Michel, une histoire magnifique à raconter, à part que, non mais genre le cinéma, le machin, moi c'était Charlot, c'était la pizza maison avec mon père, ma mère et ma petite sœur, et c'était un souvenir surtout de mon père tellement heureux de nous montrer ce film-là, tellement heureux de pouvoir partager ce petit bonhomme avec son pantalon qui dégouline, c'est son visage charmant, et moi j'attends qu'une chose, c'est de le montrer à mes enfants. On a montré à notre fils La ruée vers l'or, et qui s'appelle Lucien, et Lucien mort de rire avec cette maison qui va pour se casser la figure ou pas, et justement je parlais hier, je dis qu'est-ce que je vais pouvoir lui montrer cet été, je pense que je vais lui montrer The Kid, mais voilà, ça fait partie des films qu'on voit quand on est petit, quand on a la chance d'avoir des parents qui restent curieux, cinéphiles, et qui vous donnent, qui partagent l'amour du cinéma. C'est vrai que j'ai grandi avec ça. Et dans l'intervention qu'on a eue avant avec Vincenzo Mollica qui nous a parlé du rapport entre Fellini et Chaplin, il nous a montré un extrait dans lequel Fellini parlait de Chaplin et Fellini dit, à un moment donné, il dit qui est-ce qui n'a jamais imité Charlot au moins une fois dans sa vie? Et alors, est-ce que vous avez imité Charlot une fois dans votre vie? Oui, plusieurs fois. Tout le temps. J'ai même fait un nouvel an déguisé en Charlot. Non, c'est nul. Non, mais c'est vrai que oui, j'ai imité, ma petite soeur l'a imité. J'ai passé un nouvel an déguisé en Charlot. C'est dommage, j'aurais dû ramener la photo. Ça aurait été drôle. Il suffit de tomber une fois dans sa vie sur une canne avec un bout arrondi pour imiter Charlot. Vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous avez cette canne-là, vous ne pouvez pas ne pas... Et le chapeau. Et des moustaches? Oui, Claire, après, il y a vous faites ça, mais vous tombez rarement sur une moustache, en fait, sur une canne. Vous tombez sur une moustache. Parfois, oui. Et encore dans Vincenzo Mollica nous a raconté que pour Fellini, la chose qui le touchait le plus de la connaissance de l'œuvre de Chaplin, c'était l'immense liberté qui provenait de ses films et de son œuvre. Et Fellini disait que pour lui, Chaplin c'était un chat. Il avait toute la liberté d'un chat. Alors pour vous, est-ce que quel est le sentiment immédiat qui vous vient de Chaplin et de son œuvre? Après, ça c'est un rapport, disons, plus adulte. Bon, enfin, moi, j'aurais pas la nouvelle image de... Voilà, mais disons, effectivement, dans cette idée de liberté, on dit toujours que c'est un grand réalisateur, un grand acteur, un grand scénariste. Et c'est vrai que parfois on oublie à quel point c'est un grand producteur. C'est-à-dire que c'est à un moment donné quelqu'un qui vient de la zone, quoi, enfin, et qui crée une des plus grandes maisons de production, c'est-à-dire qui déclare son indépendance, qui prend son autonomie, en créant les artistes associés, et qui devient maître total de son œuvre, c'est-à-dire qu'il devient vraiment un cinéaste complet qui contrôle toute la chaîne de fabrication des films, ce qui lui permet, quand il fait La ruée vers l'or ou quand il fait City Life, d'arrêter tout et de dire j'ai un problème, je réfléchis, et tout le monde attend qu'il réfléchisse. Non mais je veux dire, d'un point de vue de production, c'est le plus grand désir de mettre en scène de Nanterre. C'est-à-dire que vous avez pour un peintre, si vous voulez, de poser ses pinceaux, bon, et d'aller dormir, ça paraît normal. Mais un cinéaste, il ne peut pas poser son équipe et aller dormir pour réfléchir. On n'a pas le droit de faire ça. Et de pouvoir le faire, c'est un respect total de son travail, en fait. C'est-à-dire, c'est de dire à un moment donné, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de réfléchir. C'est pas encore très bon, ça peut être meilleur, c'est bon. Alors, il a pu se le permettre. L'époque a permis ça, etc. Mais, donc oui, il y a cette idée de liberté totale et de maîtrise totale. C'est un fantasme absolu. C'est même pas que c'est révélé, ça fait...
fait baver d'envie, ouais, c'est sûr. C'est assez incroyable. Donc effectivement, oui, un chat, sans doute, enfin, l'image est en tous les cas très 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 belle. Et ce qui est vrai, c'est que c'est un acteur absolument dément. Et alors, c'est pas que l'acteur, parce qu'une fois qu'on a dit acteur, dedans il y a des sous-catégories, c'est-à-dire qu'il y a des sous-groupes, quoi. C'est-à-dire il y a mime, il y a acrobate, il y a sportif, il y a cascadeur, il y a danseur, il y a chanteur. C'est-à-dire qu'il plus qu'un chat, je dirais que c'est un monstre en fait. C'est-à-dire qu'il sait tout faire, tout ce qu'il a fait quand vous le voyez faire du patin à glace. C'est le niveau championnat du monde un peu. Donc quand il danse, tout ce qu'il fait est absolument réglé, parfait. Je crois qu'il y a aussi j'imagine une espèce de rigueur qui vient du musical, c'est-à-dire l'obligation d'un numéro parfait, d'un numéro qui est réglé comme si on l'avait travaillé des mois, parce qu'il a été travaillé des mois et des mois et des mois et des mois avant de le présenter au public. Il n'y a pas d'aléatoire dans ce qu'il fait. Et effectivement, après en écriture, il y a une espèce pareil, de perfection. Alors après, bon, il y a les courts, et puis il y a les longs, les courts-métrages, les longs-métrages, mais il y a une espèce d'évidence dans la manière dont les choses sont racontées. Alors très mélodramatique souvent, ce qui parfois lui est un peu, non pas reproché, mais c'est un peu la limite, je pense, pour certaines personnes. Moi personnellement je suis très fan, très client et tout ça, mais voilà, et puis effectivement, même en réalisation, c'est une réalisation qui est très sobre, souvent avec des longs plans séquences, mais qui sont des longs plans fixes, dans lesquels il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'intelligence du plan chez Charlie Chaplin oui, peut-être c'est pas forcément ça qui est toujours mis en avant, mais c'est brillantissime. Il y a des plans parfois qui font je sais pas, 3 minutes, 4 minutes, juste un plan fixe. Il se passe tellement de choses dedans, je pense que c'est dans les temps modernes, je crois, ou dans ce qu'il a, quand il est devant la vitrine et qu'il regardait les fesses de la statue, et bien à la fin ouais. City-Light. C'est City-Light. Et tout ce qui se passe en 3 minutes ou 4 minutes d'un plan séquence, etc., c'est avec derrière toute une animation de vie et tout. Ça a l'air hyper simple. Quand on le regarde, c'est hyper simple. La complexité pour arriver à cette sobriété et cette fluidité, c'est dément après quand on regarde ce qu'il a fallu faire. Donc oui, un chat, tout à fait. Et Bérénice, tu te retrouves dans cette image du chat moi, je ne peux pas parler comme ça. Non, moi, j'ai un rapport de spectatrice, donc je ne peux pas m'exprimer sur Charlie Chaplin devant toutes ces personnes. C'est pas possible. Je n'ai pas étudié Charlie Chaplin, je n'ai pas réfléchi sur Charlie Chaplin, je n'ai rien analysé. D'ailleurs, je sais pas, pour moi c'est ridicule ce que je peux dire sur Charlie Chaplin. Pour moi c'est quelqu'un qui est comme vous, quoi, enfin, qui me fait rêver, c'est un poète, enfin, je veux dire que des conneries en fait, que des trucs qui n'ont aucun intérêt. Enfin, passer après des gens qui ont analysé Charlie Chaplin, qu'est-ce que je vous dis moi. Non, moi je sais pas. Après on va écrire, ah oui, Bernice Bejo pense que Charlie Chaplin est un poète, c'est très bon. Prends un autre animal. Oui, prends l'hippopotame. Moi c'est un oiseau. C'est un oiseau, voilà. Ah voilà, c'est bien. Si on peut continuer un peu sur Chaplin, metteur en scène que tu as parlé. Eric Romer s'est réveillé pendant King in New York et enfin il a vu que c'est un grand metteur en scène. Enfin, après ça, les films avant n'avaient pas aucun grand intérêt. Mais qu'est-ce que pour toi la spécificité de Chaplin comme metteur en scène? Pour continuer un peu, tu as déjà parlé, mais qui est plus sensationnel qu'il a vu, qui est totalement séparé de tous les autres films du monde? Alors d'abord, il y a les choix, c'est-à-dire ce qui est je sais pas. Non, t'inquiète pas, moi je fais comme si j'étais en public. Non, d'abord, il y a les choix de metteur en scène, c'est-à-dire les choix de films qu'il a fait, qui sont toujours... pendant très longtemps, moi je me suis demandé c'est quoi... D'abord, avant de faire des films, je croyais que
le moment le plus important de faire les films, c'était le tournage. Et puis après, en travaillant, je me suis dit, mais non, c'est pas tellement le tournage, en fait c'est l'écriture, tout est dans l'écriture, le tournage c'est pas très grave et tout ça. Puis après, je me suis dit, non, en fait, c'est le montage, parce que c'est au montage qu'on fait le film et tout ça. Puis après, en fait non, c'est la préparation, c'est pendant la préparation que tout est important. Et puis au final, je suis arrivé à la conclusion qu'en fait pas du tout, c'est le moment du choix du film, c'est-à-dire le moment où on dit les 2 prochaines années, je vais les consacrer à cette idée. Si vous vous trompez sur ce moment-là du choix, le film il sera raté. Si vous ne vous trompez pas, il y a une chance que... voilà. Les choix de metteur en scène de Charlie Chaplin a commencé par le choix ultime, c'est-à-dire le choix de dire ok, vous voulez faire du film parlant, faites du film parlant. Mais moi, mon petit bonhomme, il ne parle pas, donc je vais continuer en fait. Ce qui semble être... enfin, c'est difficile de faire plus courageux finalement que ça, c'est-à-dire le monde fait entièrement un pas en avant alors qu'il y a un pas technologique, mais quand même. Et lui, il décide, et il a raison, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'en fait, les spectateurs et l'histoire lui donnent raison. Donc là, il y a un choix qu'on ne peut que admirer, qu'on ne peut que respecter. Après, chaque choix de film, alors moi je viens d'une famille de gauche, et en fait, il y avait un très grand comique en France qui s'appelait Louis de Funès, mais pour nous, dans ma famille, Louis de Funès, c'était vraiment le comique de droite. Et Charlie Chaplin, c'était le comique de gauche. Quoi. Donc rien que pour ça, là aussi, il y a un choix philosophique dans le... C'est au-delà je parle de choix au-delà un peu du réalisateur technicien, mais le réalisateur, c'est celui qui décide aussi du film qu'il va faire. Donc je parle de cet aspect-là. Et je trouve que les choix qu'il a fait, pareil, une fois qu'il est sorti il faisait des petits films qui étaient truffés de gags, mais qui étaient très, très drôles, qui étaient du divertissement, etc. Et tout d'un coup, quand il passe au long métrage, il a là aussi cette intelligence d'une certaine manière de changer d'ampleur de film, de changer d'ampleur de ce qu'il raconte. Et il intègre, il prend en compte tous les miséreux du monde, en fait, en prenant en créant des mélodrames avec ce petit personnage, ce clochard. Il y a un geste qui est profondément humaniste. Après, en tant que réalisateur plus technicien, moi, vraiment, ce qui m'a toujours épaté, c'est cette sobriété totale. C'est-à-dire qu'il y avait... un peu comme les films des Frères Lumière, c'est-à-dire qu'il y a un plan, alors on se dit, bon, il y a un plan, quoi. Donc, mais en fait, un plan, c'est ce qu'il y a de plus dur, et surtout un plan fixe, c'est-à-dire c'est où vous allez mettre la caméra, où vous allez vous débrouiller pour que toutes les informations soient lisibles et hiérarchisées, c'est-à-dire qu'elles soient toutes dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un figurant prenne trop de place ou soit visible au moment où quelque chose se passe au premier plan. C'est-à-dire la chorégraphie d'un plan fixe pour que l'histoire avance et que les informations soient données dans le bon ordre et dans le bon tempo, c'est assez dément le travail que ça demande. Et je trouve que, bon, moi c'est ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est-à-dire que c'est pas du tout dans la débauche de moyens, c'est dans une espèce d'extrême sobriété. Il y a, de mon souvenir, assez peu de mouvements. On a quelques, souvenirs de plans, de travelling, etc. Mais j'ai, pour moi, quand je me raconte Charlie Chaplin, metteur en scène, c'est plutôt des plans fixes, assez longs, très sobres. Et voilà. Et là-dedans, il y a aussi la mise en valeur, la mise en scène, en fait, de son personnage, qui a beaucoup de dimensions. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, toutes ces cartes, il a ce côté très physique, c'est-à-dire le langage du corps qui nécessite des plans larges, mais en même temps, il a un jeu qui est beaucoup plus moderne que quand vous le voyez jouer avec d'autres acteurs. Il a un jeu qui est complètement anachronique, c'est-à-dire qu'il a un jeu qui est hyper moderne dans le sens où il est très intérieur, avec un rythme très moderne, très...
là où tous les autres font des gros yeux, des trucs et machin, lui, en fait, il pense à ce qu'il fait. C'est très moderne, la manière qu'il a joué. C'est très sobre, là encore. Et réussir à trouver les plans qui font qu'on a à la fois cette intériorité qui serait plus assimilée à des plans serrés et ce côté physique qui est plus dans des plans larges, voilà, c'est assez brillant. Il faut beaucoup de maestria pour arriver à ça, beaucoup de contrôle en fait. C'est fort intéressant cette expression qu'il était un comédien de gauche, parce que si on pense, il a probablement créé une œuvre qui est plus gauche, plus profondément gauche que tous les réalisateurs de liste noire unis. Et ce qui est formidable, que c'est de la mise en scène, pas les choses évidentes, le script, etc. Ce sont les mises en scène qui a déjà ces éléments de radicalisme. Et c'est une chose révolutionnaire dans l'œuvre de Chaplin. Mais ce qui est marrant, c'est de voir, c'est de le comparer toujours. Il faut toujours comparer à l'époque, c'est-à-dire pour apprécier aussi disons la nouveauté ou ce qu'un artiste apporte au moment où il fait les choses. Il faut aussi mettre les choses dans leur contexte. Et alors c'est vrai qu'en règle générale, les gens soit qui sont spécialistes du muet, soit les gens de l'époque, c'était toujours Griffith est censé être Dieu. Bon, alors c'est vrai que techniquement, il y a beaucoup de choses, de montage parallèle, de trucs, bon, certes, sans doute, mais moi, personnellement, quand je vois les films de Griffith aujourd'hui, je peux... Ça s'assimile plus à aller au musée, c'est-à-dire que c'est fort intéressant, mais je n'ai pas le plaisir simple de spectateur que j'ai avec Charlie Chaplin. C'est-à-dire que Charlie Chaplin, vraiment, je le montre à mes enfants comme pour leur faire plaisir. C'est pas pour leur dire tu vas apprendre ce que c'est Charlie Chaplin. C'est parce que c'est un plaisir partagé. Je ne leur montrerai pas Naissance d'une nation tout de suite, parce que elle va royalement chercher. D'autant que c'est un film profondément raciste, en plus, qu'on ne dit pas non plus assez. Et donc voilà, il y a quelque chose, il y a une simplicité populaire. Quand je dis de gauche aussi, c'est ce côté populaire, mais dans le sens front populaire, dans le sens Renoir, Gabin, voilà, ce côté proche du peuple, quoi, qui est parfaitement indémonnable chez Chaplin. Je pense que chez Chaplin, ça va durer, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, quoi. À propos de cette simplicité, je crois que c'est le rapport plus profond entre les films de Chaplin et The Artist. C'est justement cette simplicité, plutôt que des hommages directs. Je dirais presque qu'il y a plus de Chaplin dans les derniers films que vous avez fait, dans The Search, avec l'enfant, que dans The Artist. Tu racontes ? Non. Merci. Je suis actrice, moi. Vas-y, parle. Ah, je suis pas contre, je te tourne le dos. Non, Bon. Actrice qui a fait le miracle, mais on va venir. Hein, Non, moi ça me parle. Hein. Je vous entends. En fait, quand j'ai commencé, je voulais faire un film, pour répondre sur The Artist, je voulais faire un film muet. Et quand j'ai commencé, j'avais plusieurs possibilités d'histoire avec une muet. Celle-ci m'intéressait bien. Alors une fois que j'ai commencé là-dessus, tout de suite, le Charlie Chaplin est arrivé tout de suite. C'est-à-dire parce que je me suis dit, ok, donc je fais un film muet aujourd'hui, c'est pas du tout innocent. Qu'est-ce que les gens connaissent du cinéma muet aujourd'hui? Charlie Chaplin, point. Ça s'arrête là. Et donc je me suis dit, il faut absolument faire le contraire. C'est-à-dire, non, mais pour ne surtout pas, c'était trop impressionnant. Ça aurait été suicidaire de ma part de prendre quelqu'un qui vient du peuple, ou de prendre un clochard carrément. Mais donc j'ai décidé de toute façon de prendre un personnage puissant, quelqu'un qui avait le pouvoir, et voilà. Mais c'est vraiment un choix qui a été fait par rapport à Charlie Chaplin. C'est pas par hasard, c'est vraiment... Voilà. Après, je me suis dit, de toute façon, et puis,
avec tout l'amour que j'ai pour et Jean Dujardin et Bérénice Bejo aussi, qui ont joué dans le film, je ne voulais surtout pas essayer de demander à des acteurs de faire le type de performance que pouvaient faire Charlie Chaplin. Donc, de toute façon, je me suis, comment dire, j'ai tout de suite été vers des films de facture beaucoup plus classique, c'est-à-dire des films qui sont beaucoup moins centrés sur un personnage, des films de réalisateurs avec des acteurs, les films de King Vidor, les films de Murnau, les films de Borzage, qui sont d'une certaine manière, ils sont très complexes, mais ils sont un peu plus simples à aborder pour un réalisateur aujourd'hui, je dirais. Ceci étant, je me disais, mais il faut quand même que j'ai une image qui, à un moment donné, rappelle Charlie Chaplin, parce que ce serait un peu passer à côté quand même de mon sujet. Et donc, une des péripéties de fin, je ne sais pas si vous avez le film en tête et tout, mais il y a un moment donné où le personnage, après que sa maison est brûlée, il est dans la rue habillé en clochard et il est devant une vitrine avec il se reflète avec un smoking, etc. Et là, pour moi, c'était vraiment le passage entre guillemets, et plein de guillemets, chaplinesque, c'est-à-dire je voulais quand même avoir cette image à un moment donné mais je trouvais marrant de partir d'un personnage puissant et d'y arriver. Voilà. Après, moi, j'ai une profonde attirance pour le mélodrame. Alors que j'ai commencé par faire des comédies plutôt caustiques et plutôt ironiques, et voilà, mais c'est vrai que j'adore le mélodrame. Et donc, dans mon dernier film, il y a effectivement une dimension mélodramatique, et comme il y a un enfant, oui, il y a sans doute un truc... formidable, acteur, jeune acteur, petit acteur, très émouvant. Non-acteur, parce qu'il a 9 ans, mais oui, c'est un petit Tchétchène de 9 ans, mais d'ailleurs, non mais alors par contre, ce qui était génial, c'est qu'il y a, je trouve que quand on regarde les films de l'époque, il y avait une espèce d'innocence par rapport au cinéma, c'est-à-dire les enfants acteurs de cette époque et Macaulay Culkin, c'est pas du tout la même planète. C'est-à-dire que il y a une espèce d'innocence, de simplicité à se faire filmer. Enfin, il n'y a pas d'enjeu plus que de jouer. C'est-à-dire qu'on est dans le jeu total. Aujourd'hui, les enfants, en tous les cas dans les pays qui produisent du cinéma, les enfants acteurs, ils ont un côté singe savant qui est très compliqué. C'est-à-dire que soit vous tombez sur un acteur exceptionnel qui dépasse tout ça et qui arrive avec vraiment de la technique et un travail de réalisation et d'écriture qui fait que ça marche, mais sinon très souvent, moi je suis un petit peu gêné par les enfants acteurs parce que il y a une espèce de conscience, ils jouent à être adultes, enfin, il y a un truc qui est un peu glaçant, qui est contre nature. Et bon, la chance c'est que moi, ce petit enfant, il vient des montagnes, c'est un Tchétchène, il en a vraiment rien à foutre. C'est-à-dire que même il est venu à Cannes, mais tout ça le faisait rigoler, c'est-à-dire qu'il était complètement... mais c'était pour lui, il a été sur la planète Mars et après il est revenu. Tout ça lui semblait absurde. Et il en a rigolé, voilà, et tout va bien. Peut-être qu'il y a dans le film cette espèce de simplicité de jeu. Mais ça, peut-être Bérénice peut en parler, parce que c'était quand même son partenaire direct. Non, mais c'est vrai que dans The Search, bon, vous n'avez pas vu le film, mais cette histoire de cette femme qui croise le chemin d'un petit enfant et cet enfant ne parle pas. Donc il y a quand même dans le cinéma de Michel quelque chose... c'est quelque chose qui revient dans tes films. D'ailleurs, dans The Search, on suit un homme qui s'effondre et une femme qui va vers la gloire. Dans The Artist et dans The Search, on suit un gamin russe de 18 ans qui se retrouve enrôlé dans l'armée russe, qui va devenir un monstre, et un petit enfant traumatisé par la guerre qui va revenir à la vie. Donc il y a encore une fois des parallèles. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas dans le film, je me retrouve avec un enfant qui ne parle pas et à parler toute seule, et cet enfant me regarde effectivement avec des grands yeux. Et il y a à un moment donné une scène où vraiment j'ai l'impression que c'est du Charlot. Je ne sais pas si il est avec son petit frère dans les bras, un tout petit bébé. Il y a des chars de l'armée russe qui arrivent sur la route. Il se cache, les chars passent. Donc il y a quand même un plan, je trouve assez beau, de deux enfants tout fragiles et de l'armée, et des chars et de la monstruosité humaine. Donc, déjà le parallèle. Et puis l'enfant, quand les chars sont passés,
se lève et marche sur la route. Et il y a un long plan comme ça où on voit le petit enfant marcher sur la route. Et ça me fait penser à Charlot, enfin je sais pas lequel, mais on le voit souvent marcher, ou je crois qu'il y a même un film qui se filme comme ça, ou les temps modernes. Et c'est vrai qu'on se l'est tous dit sur le plateau, on s'est dit ça c'est du Charlot. Inconsciemment, tu as fait un plan, mais tu t'en souviens qu'on te l'a dit ça. Ou en le faisant, tu t'as même pas réalisé non plus. Et quand tu vois le film, tu le vois pas ça. C'est fou. Hein. Non, mais ça c'est l'inconscient aussi. C'est l'inconscient des réalisateurs. Ils écrivent, ils mettent en scène, et il y a forcément plein de choses que tu vas chercher dans des films. Ou comme disait toujours Fellini, avec Elena en rencontre précédente, Fellini disait que pour tout le metteur en scène, Chaplin était Adam. Ah bah et oui, donc, ouais. Adam, Ah oui, ah oui. le metteur en scène, descend directement de lui. Et alors, c'est ça. D'ailleurs, quand on a préparé The Artist, moi je n'ai revu aucun film de Chaplin, parce que Michel, c'était son angoisse. C'est-à-dire qu'il fallait, c'était Charlot, il fallait pas en parler. Donc j'ai revu Banzai, Murnau, plein de choses, mais je n'ai pas revu une seule... Si, j'ai vu une scène de Paulette Godard quand elle mange la banane, parce que Michel m'a dit, quand tu fais un clin d'œil dans The Artist, il faut que ça ressemble à Paulette Godard qui mange une banane. Donc j'ai regardé 150 fois Paulette Godard manger la banane, et je me suis dit, mais comment je vais faire, quoi. Mais c'était le seul... Qui est un des plans les plus sexy, sexuels. ouais. Mais je me suis dit, comment je vais faire pour... Voilà. Sans banane. Sans banane, que avec l'œil. Maintenant, The Artist existe, il a gagné beaucoup de prix, donc tout est simple. Mais avant, tout était difficile, et sûrement c'était difficile de convaincre les producteurs, tout ça. Mais aussi, je me demande comment vous étiez sûr que ça pouvait marcher. Sûr. Parce que, quand même, on n'avait jamais essayé un parcours comme celui-ci. Donc, j'ai lu que vous avez dessiné les storyboards, donc tout était très bien préparé. Mais est-ce que dans les procès, beaucoup de choses ont changé? Est-ce que vous avez tourné des morceaux pour être sûr? Où est-ce que votre courage et votre folie étaient tellement énormes que... Il n'y a pas un énorme courage pour pas non plus... Après, pour rebondir sur ce qu'elle disait, juste... c'est vrai que eux, je voulais surtout pas qu'ils regardent Chaplin, mais moi, quand j'écrivais, dès que je me disais ça ne marchera jamais, je regardais soit l'Aurore de Murnau, soit City Life. C'est-à-dire que je me disais, mais ici, ça doit pouvoir marcher. Ça a marché de manière tellement évidente, ça doit pouvoir marcher. Et notamment la dernière, enfin, à la fin, je regardais que la dernière scène de City Life, je pleurais réellement, et je me disais, ça doit pouvoir marcher. Mais j'essayais toujours de... Il fallait passer par autre chose que par la puissance monstrueuse de Chaplin. Donc voilà. Après, j'étais pas sûr que, d'abord, j'étais pas sûr que ça marcherait, mais mon problème, je voulais que ça marche en interne, c'est-à-dire que le film fonctionne. Et c'est toujours le rapport, ce que je disais tout à l'heure sur les plans fixes de Chaplin, mais on a tous le même problème, je pense, comme réalisateur, c'est que tout doit avoir l'air très simple pour le spectateur. C'est-à-dire que le spectateur veut se dire, quel que soit le projet d'un film, c'est-à-dire que ce soit de raconter une histoire, évoquer de manière complètement déstructurée, une ambiance, mais en tout cas, il faut que tout ait l'air, je pense, fluide, simple, évident. Mais c'est ce qu'il y a de plus compliqué, en fait. L'air simple, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et donc, moi, par exemple, alors vous parliez gentiment des prix qu'a reçu le film, et ils ont souvent, alors, le film a reçu des prix, et la réalisation a reçu des prix. Le scénario, moins. Et c'est pas pour me plaindre, mais je dis, en fait, pour moi, l'énorme difficulté du film, c'était le scénario. Et alors, comme les gens souvent confondent
le scénario et l'histoire. C'est-à-dire qu'un scénario, c'est pas une histoire. Une histoire, c'est bon, c'est ce que ça raconte et tout. Le scénario, c'est un document plus technique qui est de dire comment je vais raconter cette histoire par ces séquences-là, ces dialogues qu'on en a, ces images-là. Et moi, le scénario devait, c'était comme un scénario handicapé, c'est-à-dire que je n'avais pas le droit au dialogue. Donc, tout le scénario devait passer systématiquement par des images et des descriptions d'images. Il n'y a pas, dans les artistes, à mon sens, c'était déjà très compliqué pour moi, pour que ça ait l'air simple. Il n'y a pas de tour de force. Par exemple, il y a ce truc, j'imagine que vous en avez parlé plein de fois, donc, pardon, mais encore une fois, dans City Light, comment il s'est débrouillé pour que cet aveugle croit qu'il soit un millionnaire, c'est-à-dire il traverse la rue, il est bloqué par les voitures, il ne peut pas passer, et donc il traverse une voiture de millionnaire, et quand il sort, il claque la porte, et par le bruit de la porte, cette jeune femme aveugle croit qu'il est millionnaire, et de là naît tout le quiproquo du film. Ça, c'est un vrai tour de force scénaristique, c'est une idée proprement géniale. Il y a demandé 250 textes. De prise, mais aussi de réflexion. C'est pour ça qu'il a arrêté, parce qu'il ne trouvait pas, alors même, à l'époque, les gens commençaient les films avant d'avoir tout écrit. Mais même, ça a duré longtemps, je crois que Billy Wilder, dans La Garçonnière, il a commencé à tourner, il n'avait pas la dernière bobine, il ne savait pas comment ça se terminait, ça se termine de manière géniale. Donc il a arrêté pour trouver cette idée-là. Bon, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait un tour de force aussi génial, mais par contre, je vous dis, l'énorme difficulté pour moi, l'énorme complexité était dans le scénario. Après, je ne sais pas si c'est de la folie ou tout ça, mais en tout cas, il y avait une conviction de me dire, l'expérience de spectateur, quand on voit un film muet, ça marche sur d'autres moteurs que le cinéma normal parlant. Et je trouve que le mode de fonctionnement, il est dément. Enfin, je parle de trucs physiques, hein, un peu quel que soit le film. Et vous allez me laisser, vous. Et donc voilà, le fait que nous, en tant que spectateurs, on doit combler tous les mondes, c'est-à-dire recréer les voix, recréer l'ambiance sonore. Tout d'un coup, on voit une rue, on imagine, et donc on met tellement de choses nous-mêmes en tant que spectateur, on remplit tellement le film, que le film, en fait, alors que comme ça, il a l'air d'être très loin, parce qu'en noir et blanc, parce que pas de son, etc., en fait, il est très proche, puisqu'en fait, c'est nos couleurs, c'est nos sons, c'est nous qui mettons tellement de choses. Donc en fait, il est beaucoup plus proche de nous, puisqu'on se rapproche énormément. Donc physiquement, ce qui se passe quand on regarde un film muet est très différent. Donc j'ai été un peu, disons, rempli de cette conviction-là que j'avais pour moi cette arme-là, quoi, du film muet. Donc voilà, après, effectivement, il y a eu des péripéties de production, trouver de l'argent et tout ça, mais finalement, dans ce qui nous occupe là, c'est-à-dire est-ce que ça marche en interne, voilà. Mon obsession, c'était que ça marche en interne. Après, dans l'idée quand on parle du public, il y a toujours... il y a deux publics. Il y a le vrai public, les gens qui regardent le film, qui en soi ne sont pas un problème, parce qu'ils ont déjà payé leur ticket d'une certaine manière, mais c'est pour eux qu'on paye le film. Enfin, pour moi, le public, c'est eux. Et après, il y a le public, comme parfois on en parle, c'est-à-dire c'est les gens en fait. Mais moi, je ne fais pas des films pour les gens qui ne veulent pas venir voir mes films, je fais des films pour ceux qui sont dans la salle. Donc faire venir les gens dans la salle, c'est un autre problème, c'est le problème des distributeurs. Donc moi, mon problème, c'était que ça marche sur le public qui était dans la salle. Après que ça marche, c'était est-ce que les gens vont venir ou pas, personne n'aurait imaginé que ça marcherait comme ça, c'est sûr. Donc ça pour le coup, c'est miraculeux. Est-ce qu'on peut imaginer Chaplin sans Charlot comme un grand réalisateur de mélodrames à côté de Bordaguet, McCarry, etc. Est-ce qu'on peut imaginer Countess of Hong Kong est un peu un clou? Mais je ne crois pas, mais en même temps, c'est très, comment dire,
c'est très théorique. Peut-être s'il avait trouvé sa matière première à travers un autre acteur ou à travers peut-être une thématique ou peut-être finalement peut-être, mais c'est tellement constitutif c'est tellement la matière première de son œuvre qu'il a sculpté, malaxé sans cesse, si vous voulez, qu'aujourd'hui pour moi ça n'aurait pas de sens. C'est-à-dire que tout est au service de ce personnage-là, tout tourne, c'est le point névralgique de tout. Tout est pensé en fonction de ce personnage-là. Donc, maintenant, dans cette manière de travailler cette matière première-là, il y a tellement de maestria, il y a tellement d'intelligence, de grâce, d'élégance, que peut-être qu'il aurait pu la mettre au service d'autre chose. Mais en tous les cas, je ne suis pas sûr. Mais d'ailleurs, Borzage, qui est un immense réalisateur, Murnau, qui est selon moi sans doute le plus grand, ou qui est arrivé... Pour moi, c'est le plus grand des réalisateurs de Nuet, c'est Murnau. Mais c'est la période, c'est les quelques années avant l'arrivée du Perlan, et c'est sa période américaine, pour moi, qui est la plus intéressante. Et il est dans un endroit où, donc c'est William Fox qui lui donne une carte blanche totale, c'est-à-dire qu'il fait construire ces décors de ville absolument déments, qui lui permettent de faire ces corps incroyables, le plan de l'arrivée du tramway, etc. Donc, il est à un moment de production et de maîtrise de la langue du cinéma muet, etc., qui fait que, c'est selon moi, encore une fois, c'est très personnel, mais des meilleurs films, l'Aurore et City Girl. Mais ils n'ont pas traversé les époques et transcendé toute l'histoire du cinéma comme Chaplin l'a fait. Et ça, je pense que c'est dû à son personnage. C'est pas dû à cette maestria, cette élégance de réalisateur, c'est dû à ce personnage-là, qui est un personnage, encore une fois, qui est ultra symbolique et qui est d'une certaine manière indémodable. C'est une victime du capitalisme. Je veux dire, on ne peut pas dire que ce soit un thème qui soit passé de mode aujourd'hui. Et je voudrais encore revenir à The Artist et à ces miracles de faire aujourd'hui un film muet. Et donc, comment c'est passé avec vous, avec les acteurs, d'avoir une approche si différente. Vous êtes vraiment des acteurs de l'époque muette. Et donc, ces miracles, quels étaient les choix de votre part et aussi de la part du metteur en scène? Je pense que tout d'abord, il y a effectivement un scénario qui est très, très précis, très écrit. Si vous prenez le scénario, vous mettez à côté le storyboard et vous mettez play sur votre disque, vous aurez exactement 3 fois la même chose. C'est-à-dire vraiment, je crois que Michel a tourné ce qu'il a écrit et tourné ce qu'il a dessiné. Donc déjà, quand vous voyez ça, vous vous dites, ah oui d'accord, bah, donc les acteurs, ils n'ont rien fait en fait. C'est-à-dire qu'il nous a mis dans le plan comme il a mis la voiture. J'exagère. Mais ce que je veux dire, c'est que pour nous, acteurs... Sauf que Non mais attendez, pour nous acteurs, c'est déjà énorme. C'est plus de la moitié du travail qui est fait. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va être bien placé, donc que l'histoire va bien se raconter, que tout va être clair, et finalement, on n'a plus qu'à... Comment dire... on n'a rien à faire à part, effectivement, jouer la scène, mais comme un enfant, quand on dit bah toi tu vas jouer On n'a pas vraiment cette impression, en regardant le jeu d'acteur incroyable que vous faites. Non, mais parce que... Elle vit avec un réalisateur, elle a été lobotomisée pour croire que c'est le réalisateur qui fait tout. Et à force de me plaindre de ces acteurs... J'étais hier sur la Grande Place, j'ai vu la
scène finale du film, Non, mais la là, j'ai travaillé. scène de la danse. Là, j'ai travaillé. Bon, c'est immense. C'est mais... de Walt Disney et du Chaplin. Oui, mais moi, mais moi j'ai travaillé avec pas mal de réalisateurs. Je me suis vue dans pas mal de films. Je suis pas bonne dans tous les films. Donc, oui. Et non, il y a des moments où vous êtes très bon et il y a des moments où vous êtes moins bon. Et il y a forcément une raison. Cette raison, elle est quand même due à la personne qui vous dirige. Donc, je pense que là où j'ai été le meilleur dans les films où j'ai été le mieux, c'est quand j'ai été le mieux dirigé. Je pense qu'avec Michel, j'ai fait certainement des... Michel, Asghar Faradis, ils m'ont extrêmement bien dirigé. Après, moi, effectivement, comme j'ai suivi tout le processus, et que en plus, j'ai grandi avec des parents qui m'ont montré ce cinéma-là, j'étais absolument pas du tout dans un paysage inconnu. J'avais regardé ces films-là, ceux que je ne connaissais pas, je les ai regardés avec Michel. C'est vrai que je connaissais pas, j'avais pas vu les Murnau, donc je les ai découverts. Après, moi, je me suis juste... je sais pas, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé, hein. De toute manière j'ai travaillé pendant 1 an le film, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup d'images, beaucoup de films, donc il y a un moment donné, pourquoi un acteur joue bien une scène, c'est pas que grâce au réalisateur, mais quand même, c'est quand même beaucoup grâce au réalisateur. En plus il est réalisateur, il est scénariste et il est monteur, donc je veux dire... il fait tout, quoi. Tu parles de Charlotte, tu fais tout, toi aussi. mais par exemple, les claquettes, j'ai travaillé 6 mois. Oui. Non, je dis, en plus, il faisait la musique, on a oublié de le dire. Non, là, c'est pas toi qui as fait la musique. Mais à propos de la musique, j'ai lu que vous utilisez la musique pendant les tournages. Ah oui, il mettait tout le temps de la musique. Alors ça, par exemple, ça, c'est un truc extraordinaire. La musique, c'est le seul art qui peut vous émouvoir tout de suite. C'est-à-dire que quand on est sur le plateau et que je dois pleurer et qu'il me met une musique qu'il connaît, qu'il sait que c'est une musique qui m'émeut, je pleure en 2 secondes. Vous avez tous cette musique, vous écoutez à la radio, vous êtes en train de conduire et tout d'un coup vous écoutez peut-être une connerie même. Et ça vous fait monter les larmes. Donc effectivement, quand il n'y a pas de texte et que tout est muet et qu'on peut mettre de la musique sur le plateau, c'est assez extraordinaire, même pour les techniciens. Tout d'un coup, on est sur un plateau de cinéma et ils mettaient de la musique qui n'était pas du tout forcément de la musique classique avec un orchestre et tout. Moi, on a tourné des scènes avec Barbara Streisand. Non, mais vraiment. Donc, et ça vous transcende en tant qu'acteur. Tout d'un coup, vous êtes dans un film, vous êtes déjà sur l'écran. Ça, c'est une sensation que j'ai jamais eue sur un film. D'avoir l'impression d'être dans le film déjà, de ne pas être en train de jouer. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais voilà, je pense que sur Dirty, j'ai tellement tout suivi que certainement, je suis arrivée sur le plateau, j'étais prête. Oui, mais quand même, il y a aussi une dimension physique, parce qu'il n'y a pas la parole. Non, mais c'est vrai, j'ai quand même... Qu'est-ce que j'ai travaillé? En fait, ce personnage, je l'ai travaillé de l'intérieur, c'est-à-dire de savoir exactement... par exemple, la scène de l'interview, donc quand elle va voir, quand elle fait sa première interview et que le journaliste lui dit, voilà, tout le monde parle de vous, vous êtes extraordinaire, qu'est-ce que... Hein? C'est vrai que je ne savais pas du tout comment j'allais le jouer, mais Michel m'a dit une seule chose, il m'a dit, quand tu descends les escaliers pour rejoindre le journaliste, tu roules du cul. Il me dit, tu roules du cul, tu roules du cul, toute la scène, tu arrives et tu es cette femme que tout le monde regarde et tu assumes. Et moi, je me dis, ok. Alors comment j'ai travaillé cette scène-là? J'ai pris un coach de danse et j'ai fait des allers-retours dans une salle, comme si j'étais mannequin. Ça vous dit rien, ça, pour vous. Mais moi, mon travail, ça a été d'accepter, par exemple, quand j'allais au restaurant avec Michel, pendant toute l'année d'avant, dès que je rentrais dans un restaurant, moi, je suis plutôt du genre un peu à me faire toute petite. Là, quand j'allais aux toilettes, je regardais tout le monde comme ça, j'essayais de marcher en regardant les gens droit dans les yeux. Et ça, je pense que ça a joué pour Pépi Miller. C'est-à-dire de tout d'un coup, d'assumer physiquement un personnage. Et quand je sors du bus et que je rentre dans le studio,
à chaque fois que je vois cette scène et que j'entends la musique, c'est attention, lève les épaules, je suis contente, je suis conquérante, et j'y vais. Et tout ça, c'est vrai que ça va être un travail qui s'est fait petit à petit. J'ai regardé beaucoup de clins d'œil, beaucoup Paulette Godard qui mange sa banane, mais ça s'est fait de toute manière petit à petit inconsciemment. Michel n'avait plus qu'à dire action. D'ailleurs, moi, dès que je pense à Pépi, c'est comme ça, quoi. C'est Pépi, quoi. Il y a un truc, mais ça se fait sans savoir pourquoi. Hein. Je sais pas pourquoi. Formidable, formidable. Merci. Parce que le muet passe par le corps, effectivement. Oui, il y a cette dimension. Est-ce que les films muets sont plus sensuels du cinéma par là? Est-ce qu'il y a une dimension physique et sensuelle que le cinéma a perdu avec on est tous beaux en noir et blanc. C'est plus le noir et blanc que le muet, à mon avis. Ouais. Après, il y a certains acteurs ou actrices qui sont aidés aussi par le muet parce qu'ils ont des voix supportables. Mais je crois que c'est Orson Welles qui a dit que le noir et blanc était le meilleur ami de l'acteur. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que tout d'un coup, cette espèce de mise à distance comme ça, un peu divine, quoi. C'est-à-dire que vous sortez, c'est le truc quand même très beau du cinéma, c'est que c'est une réalité complètement, elle est magique parce qu'il y a des élites, elle est magique parce qu'il y a des faux raccords, les gens sont maquillés et il n'y a pas de couleur. Donc il y a un truc complètement onirique, quoi, féerique. Je ne sais pas si le muet plus que le noir et blanc, mais le noir et blanc, certainement. Et on est vers la fin. Je pense que dans un film comme The Artist, mais ça revient toujours dans votre œuvre, il y a un respect vers le passé assez extraordinaire et assez rare pour un créateur d'aujourd'hui. Et je trouve que ce respect rapproche assez votre travail un peu aussi au travail de Cinémathèque, au travail de la conservation, de la restauration du patrimoine. Donc, alors, une des grandes questions aujourd'hui, c'est le digital et la pellicule, les films. Maintenant, évidemment, c'est l'ère du digital, mais quand même, on a vécu une grande partie de notre vie avec les films. Alors, en tant que metteur en scène, quel est aujourd'hui votre point de vue sur ça? C'est un débat très large. Bon, il y a le digital en tant que diffusion de films, il y a le digital en tant que fabrication de films. L'énorme problématique, en vérité, elle est sur la diffusion des films. C'est-à-dire que la manière de diffuser des films aujourd'hui, de pouvoir dématérialiser et diffuser, donc juste diffuser en masse, en nombre infini de fois un film, change toute la manière de penser le financement, la production. C'est-à-dire que c'est le bouleversement, en gros, de Internet, alors qu'avant, il y avait la salle de cinéma, puis la salle de cinéma et la télé, puis la salle de cinéma, la télé et un élément, mais qui reste un objet, vidéo, VHS ou DVD, ou même Blu-ray. Si vous voulez, c'était des choses qui étaient à peu près contrôlables et sur lesquelles on avait créé des modes de financement. Aujourd'hui, avec Internet, la diffusion et la dématérialisation, la digitalisation, ça change radicalement tout. Après, sur la fabrication, moi, je suis plutôt content alors, pour l'instant, j'ai toujours filmé en film. J'ai fait un court-métrage dans un film à sketch, dont d'ailleurs j'ai essayé de m'inspirer au maximum des réalisateurs italiens, des comédies italiennes par rapport à ce que je disais sur le passé. Mais sinon, j'ai toujours tourné en film, même le dernier film, je l'ai fait en film. Je sais que ça ne durera pas. C'est tourné en film. Ouais. Et je sais que ça ne durera pas indéfiniment. Les caméras digitales aujourd'hui sont quand même d'une qualité et les capteurs sont vraiment d'une qualité de mieux en mieux.
Donc je crois qu'aujourd'hui, même assez peu de gens normaux voient la différence quand ils voient un film. Et vous voyez, est-ce que vous voyez immédiatement la différence dans vos films si... Alors là, le dernier, bon, celui en noir et blanc, on a vu évidemment tout de suite. D'abord, la question c'était comment on arrive à faire un noir et blanc. Je ne vais pas faire un cours, mais en gros, les films muets étaient tournés avec des pellicules, en argentique, avec énormément de sel d'argent. Alors c'était hyper dangereux parce que c'était inflammable comme ça, il y avait beaucoup d'accidents, etc. Donc ça n'existe plus. Mais par contre, cette texture de pellicule faisait qu'il y avait des blancs qui étaient absolument magnifiques parce qu'ils étaient un peu presque phosphorescents, les noirs étaient très profonds, donc il y a une image qui est hyper belle. Il a fallu passer par le digital pour retrouver cette espèce de... Il a fallu tricher un petit peu, mais par contre on a tourné en film couleur, parce que on a fait énormément d'essais, et finalement on a tourné en film couleur, qu'on a développé en noir et blanc, et on a étalonné en digital, de manière à retrouver cette image un peu sensuelle des films de l'époque. Tout travail de préservation, on redécouvre complètement les films, c'est-à-dire qu'il y a des films qu'on a découverts, j'ai l'impression qu'on voyait des photocopies, c'est-à-dire que c'était vraiment dégueulasse, il y avait des noirs et des blancs, il n'y avait aucune... Alors on suivait l'histoire, on voyait à peu près le rythme, etc., mais il n'y avait aucune sensualité, aucune poésie dans les images et tout. Alors, en fait, la gamme de gris et tout, de plein de films, là ils ont... Enfin, bon, vous savez ça mieux que moi, mais on redécouvre complètement les films, on redécouvre le travail des gens qui ont fait les films, ça n'a pas de prix. Après, sur la diffusion digitale, moi, oui, je reconnais tout de suite, ne serait-ce qu'on en parlait hier, mais la fixité d'un film, c'est-à-dire que le 35, il bouge un petit peu, bon, le digital, c'est comme ça. Je dois dire que moi, je suis quand même pour le digital, pour deux raisons. D'abord, vous passez, moi je passe à peu près entre 4 à 5 semaines tous les jours à étalonner un film, c'est-à-dire à définir exactement pour chaque plan, le niveau de contraste, de saturation des couleurs, les teintes, etc. Donc c'est un travail très très précis qu'on fait avec le chef opérateur et un étalonneur. Je suis pas mécontent que ce travail-là soit respecté et que les gens voient le travail qu'on a fait. Ça, ce n'est possible que par le digital, parce que quand on fait des copies après en film, d'abord ça bouge très vite, et l'autre chose c'est quand votre film, quand quelqu'un va le voir en deuxième ou en troisième semaine, quand vous avez la chance de rester 3 semaines en salle, l'état des copies film n'est pas du tout le même que celui qui est venu le premier jour de la sortie. Là avec le digital, tout le monde voit le même film, donc il y a un truc, je dirais, plus démocratique, enfin, donc ça je suis pas mécontent. Voilà. Après, on peut regretter une certaine froideur, justement dans cette espèce de pseudo-perfection. Des fois, elle peut être un peu glaçante, mais à tout prendre, voilà. Ceci étant, hier, vous avez diffusé en film The Artist, et ça m'a fait un bonheur absolu de voir toutes ces rayures, ces merdes, ces trucs, ces accidents, etc., qui vous appartiennent. Oui, qui font partie de notre chaîne. Ouais, voilà, mais c'est comme... voilà, c'est une Madeleine de Proust, c'est-à-dire que c'est comme quand on écoute un vinyle et que ça craque un petit peu. Je veux dire, c'est des imperfections qui sont charmantes. Alors après, voilà, mais je suis plutôt... comment dire... Alors moi, je ne suis pas du tout contre le digital, pas du tout. Les vrais problèmes pour moi du digital sont dans la diffusion et ce que ça implique en termes de financement. Alors merci pour la profondeur, l'intelligence et les émotions que vous avez données aujourd'hui. Et merci pour les films que vous avez faits, pour les films qui viendront. Merci beaucoup. Grazie a